Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je sais, ça fait un certain temps que je ne vous ai pas vu sur ma chaîne YouTube. Alors comme vous le savez, la plupart du temps, je poste des résumés des conférences auxquelles je participe, mais vous savez quoi, à cause de la Covid-19, un grand nombre de ces conférences ont été soit annulées, soit reportées, soit converties en congrès virtuels. Donc, disons que ma matière première pour faire ces vidéos avait considérablement réduit. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien leur raconter d'à peu près intéressant. Et je me suis dit que j'allais vous parler de quelques papiers que j'ai vus passer dans la littérature et qui sont relativement d'actualité. Je voudrais vous entretenir de trois sujets aujourd'hui. Je vais commencer avec le premier. Le premier vient d'un article qui a été publié d'abord en ligne sur le site de la revue OEM, Occupational and Environmental Medicine. Donc j'ai un lien d'intérêt avec cette revue puisque je suis dans le comité éditorial de cette revue comme éditeur des médias sociaux. Et par contre, c'est une position, c'est un poste qui ne donne pas lieu à rémunération. Ce disclaimer étant fait, l'article dont je veux vous parler est en ligne donc, sur le site de la revue. Je vais vous le mettre dans la description. Il s'agit d'une étude portant sur les suicides dans le milieu de l'agriculture, de la pêche, alors forestry, de la sylviculture, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça, et de la chasse. En gros, le secteur primaire. Donc le thème, c'est suicide dans le secteur primaire, ce qui inclut largement donc l'agriculture. C'est une étude de Gianfranco Alicandro et de ses collègues de l'Institut national des statistiques en Italie, à Rome. Il s'agit d'une cohorte historique et ce qui est assez intéressant, c'est la taille des chiffres qu'ils ont pu utiliser. Ils se sont appuyés sur les données de près de 1 million de travailleurs appartenant à ce secteur-là, donc de l'agriculture, de la pêche, de la sylviculture et de la chasse, qu'ils ont comparé aux données de 15 autres millions de travailleurs venant d'autres secteurs, donc agriculture et secteur primaire, versus tous les autres secteurs. Ils se sont basés sur les données du recensement de 2011 et ils ont regardé, dans les 5 ans qu'on suivi, soit entre 2012 et 2017, la mortalité et les causes de mort, les causes de décès sur cette période-là. Et en fait, ils ont confirmé quelque chose que l'on sait déjà, hein, qui a été déjà démontré dans un certain nombre d'études, c'est que les agriculteurs ont un risque accru de suicide réussi. Ça, c'est quelque chose qui est assez connu. Alors, ils ont montré que le risque était augmenté de manière statistiquement significative chez les hommes, avec un ratio de mortalité de 1,36. Oui, c'est pas 1,36%, c'est 1,36. J'ai dit une bêtise dans la version anglaise, je vais la corriger. Et donc, ce chiffre-là n'est pas significatif pour les femmes. Par contre, ce que l'on a pu montrer aussi dans cette étude-là, c'est que ce taux de mortalité est encore plus élevé, très élevé, particulièrement chez les gens qui ont des contrats précaires, des contrats à durée déterminée, ce qu'on appelle les casual workers, qui pourraient être des intérimaires en gros. Et là, le ratio de mortalité atteint 3,01 et il est statistiquement significatif. Donc, on a un risque de suicide augmenté chez les agriculteurs et ce risque statistiquement significatif chez les hommes est très augmenté chez les gens qui ont des contrats précaires. La précarité est un facteur de risque psychosocial comme vous le savez. Cet article montre également un histogramme qui est assez intéressant sur les méthodes de suicide. Alors oui, ça devient un peu glauque, mais malheureusement, quand il s'agit de discuter de ce sujet-là, il faut rentrer un petit peu dans les détails pour pouvoir avoir une idée des méthodes de prévention que l'on peut mettre en place. Et donc, c'est vrai qu'on pense souvent chez les agriculteurs aux méthodes de suicide par ingestion de phytosanitaires. Eh bien non, la première méthode de suicide chez les agriculteurs, c'est la pendaison, et bien plus que les autres secteurs. Et puis la deuxième méthode la plus fréquemment utilisée par les agriculteurs et les pêcheurs-chasseurs et les gens qui travaillent dans les forêts, c'est l'utilisation d'armes à feu. Donc on est sur des moyens des accès à des moyens létaux qui sont relativement courants pour la pendaison et les armes à feu.
Et donc, ça doit certainement attirer l'attention sur les politiques de prévention à mettre en place, notamment sur la régulation de l'accès aux armes à feu, par exemple. Ça pourrait être une piste de prévention pour lutter contre le suicide en milieu agricole. C'est évidemment une piste parmi plein d'autres, et il est évident que l'analyse plus complète du travail et l'adaptation aux situations particulières serait bien plus intéressante. Le deuxième papier dont je voudrais vous entretenir a été publié dans JOEM, le numéro de septembre 2020, ici. Oui, je reçois mes journaux en papier, pour une raison, c'est que ça me permet de tout feuilleter et de pouvoir jeter un œil à des papiers que j'aurais jamais regardés spontanément sur Internet. J'ai pas de bien d'intérêt avec ce journal-là, qui est le journal officiel du Collège américain de médecine du travail et de l'environnement, la COEM. Donc le papier dont je vais vous parler, c'est un papier intéressant qui porte sur les travailleurs de Fukushima. Alors vous vous souvenez que l'accident nucléaire de Fukushima s'est déroulé en 2011, après le tremblement de terre puis le tsunami qui a suivi, et ravagé la centrale nucléaire de Fukushima, la Fukushima Daiichi. Et donc là, le papier qui a été publié dans JOEM fait un petit peu l'état des lieux des mesures de prévention, de ce qu'ils ont fait sur la période allant de 2014 à 2019. Donc c'est un papier qui a été publié par une équipe de chercheurs et de médecins conduite par Koji Mori, qui appartient à l'université de Kitakyushu. Alors il faut quand même préciser qu'il y a des liens d'intérêt avec la Tokyo Electric Power Company Holdings, puisque c'est mentionné dans les affiliations des auteurs sur un sujet comme celui-là. Je pense que c'est quand même important de le mentionner. Néanmoins, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est un graphique que je vais vous montrer, et je vais essayer de le mettre en mieux si je suis suffisamment doué. C'est ce graphique-là. Alors, c'est certainement pas le point principal sur lequel auraient voulu insister les auteurs, mais il s'agit d'un graphique qui représente l'évolution du nombre de salariés travaillant sur le site de Fukushima et Daiichi en fonction du temps. Et ceci entre janvier 2014 et octobre 2019. Et vous voyez l'axe des ordonnées évolue entre 0 et 8000, et un pic du nombre de travailleurs qui est à peu près un petit peu plus de 7000 travailleurs aux alentours d'avril 2015. 7000 travailleurs en 2015 sur une centrale nucléaire ravagée qui ne produit pas de courant. Et donc à ce jour, on est toujours à peu près à 4000 travailleurs sur le site. C'est un chiffre qui me paraît énorme. Et ce qui est intéressant ou important, c'est que même sur une centrale nucléaire qui ne peut plus produire de courant, eh bien, il y a quand même des risques liés notamment à la présence de rayons ionisants, évidemment, mais aussi de tout un tas d'autres risques liés au travail dans le nucléaire, et que ça ne concerne pas un nombre anecdotique de travailleurs. Et donc ça me fait penser à un exemple que les Français et particulièrement les Bretons connaîtront bien, c'est celui de la centrale de Brennilis, située dans le Finistère. Alors la centrale de Brennilis, elle a été en fonctionnement entre 1967 et 1985, soit pendant 18 ans, et en 1985, il a été décidé de l'arrêter. C'était une centrale expérimentale. Et donc, à ce jour, elle n'est toujours pas démantelée, et les estimations qui ont été fournies font état d'une période de démantèlement qui nous amènerait jusqu'en 2039. Donc ça nous ferait 54 ans pour pouvoir fermer cette centrale alors qu'elle n'a été en fonctionnement que 18 ans. Alors bien sûr, quand on pense au nucléaire, il va falloir inclure les coûts financiers du démantèlement dans le prix d'énergie que l'on achète, mais du point de vue de la santé au travail, ça veut dire que on a des travailleurs exposés dans les centrales qui fonctionnent, mais le jour où on va arrêter les centrales nucléaires, si jamais ce jour arrive, on va avoir toujours des travailleuses et des travailleurs dans ce secteur-là qui risquent d'être exposés pendant un certain temps aux risques professionnels dans ce secteur d'activité. Alors, 54 ans, on est sur quelque chose qui paraît très long, même si ça n'est qu'une estimation. On n'a pas de certitude que ce sera vraiment 54 ans, ça peut être plus, ça peut être moins. Et c'est peut-être lié au fait que Brennilis était une centrale expérimentale. Je ne sais pas si ça joue quelque chose.
il y a aussi le fait qu'on n'a pas forcément une grande expérience dans le démantèlement de centrales. On n'en a peut-être pas démantelé beaucoup. Et il faut espérer que l'expérience acquise dans le démantèlement permette de réduire dans le futur cette période-là. Mais toujours. Le dernier sujet sur lequel je voulais vous entretenir, c'est bien évidemment la Covid-19, et je dis bien la Covid-19. Alors je sais qu'il y a une polémique sur le genre de Covid, alors étant maintenant au Canada, je me réfère aux recommandations linguistiques du Canada, et il est bien décidé de dire la Covid, puisque ça vient de l'anglais Coronavirus Disease, et disease ça veut dire maladie en anglais, et on dit bien une maladie à coronavirus, donc on dit la Covid. Alors, j'ai participé à un certain nombre de papiers et de recherches sur ce sujet-là, que ce soit sur les équipements de protection individuelle chez les médecins pratiquants en cabinet, sur les conséquences en matière de santé et travail sur la transmission par aérosol du SARS-CoV-2, qui est donc le virus qui transmet la Covid. Ça, c'est un travail qui a été fait sous la houlette de Jean-François Géano et qui a été soutenu par la Société française de médecine du travail, publié dans les archives de maladies professionnelles. Je vous mettrai le lien également. J'ai également travaillé sur notamment les risques spécifiques de Covid dans les abattoirs. Mais le papier sur lequel je voulais vous parler, c'est une classification des procédures médicales générant des aérosols. Alors, pourquoi ce sujet-là et pourquoi le relier à la Covid? Eh bien, dans les milieux de soins, il a été assez rapidement, dès le début de la pandémie, il a été décidé en fait d'avoir une stratégie d'attribution des équipements de protection individuelle différenciée au niveau du risque, en fonction du niveau de risque auquel, au niveau de risque de chacun des travailleurs. Et donc le fait de faire une procédure générant des aérosols ou d'être exposé à une procédure générant des aérosols pouvait justifier en fait l'attribution d'équipements de protection individuelle plus renforcés, tels les masques N95, qu'on appelle en Europe les FFP2, par exemple. Et donc il était important dès lors de faire une catégorisation pour dire, bah voilà, la liste officielle, si on peut dire, des procédures générant des aérosols. Cette liste n'existait pas. Il n'y avait pas de liste, disons, consensuelle de ce qui relève ou pas des procédures générant des aérosols. Donc c'est, à notre connaissance, le premier papier qui fait le point sur ces procédures générant des aérosols. Et donc, ce que l'on a fait, c'est donc une fouille de la littérature pour faire le point sur ces procédures-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, premièrement, il n'y a pas un consensus à 100% sur l'entièreté de toutes les procédures générant des aérosols. Alors, il y a un groupe de procédures sur lesquelles il y a un consensus à plus de 90% pour dire oui, ça, c'est des procédures générant des aérosols, comme l'autopsie, l'intubation ou la bronchoscopie, la fibroscopie respiratoire. Mais il y a tout un tas d'autres procédures pour lesquelles il n'y a pas ce niveau-là de consensus. Il y a même plutôt un dissensus sur tout un tas de procédures, sur le fait qu'elles pourraient générer des aérosols, ce qui est assez surprenant. Alors parmi celles-ci, on trouve l'endoscopie gastrique, la fibroscopie ésogastro-duodénale, l'écovisionnage nasopharyngé, ou encore tout ce qui relève de la chirurgie dentaire. Ce qui est aussi intéressant dans ce sujet-là, c'est que bien souvent, on a pu remarquer que le fait de classer une procédure comme relevant ou pas d'une production d'aérosols n'était pas systématiquement basé sur des preuves ou sur des preuves limitées. Donc, et ça, c'est quelque chose que l'on a remarqué avec la Covid, c'est qu'il y a quand même un pan de nos pratiques quand il s'agit de s'intéresser aux procédures, aux équipements de protection individuelle, par exemple, ou cette classification des procédures générant des aérosols, eh bien, il y a tout un pan de tout ça là, qui n'a pas l'air de se baser sur énormément de preuves. Donc, ce travail-là, ce qui est un premier travail, une tentative de classification, permet en fait de poser les bases de ce qu'il faudrait faire par la suite, c'est maintenant, c'est-à-dire de regarder une à une toutes ces procédures, de les mesurer dans l'air, est-ce que ça produit ou non des aérosols, oui, quelle taille, etc. Pour pouvoir dire, oui, il y a un risque, non, ou il n'y a pas de risque, quoi. Enfin, danger ou pas danger, puisque
le risque dépendra de l'exposition à ce danger, évidemment. Voilà donc pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire quelques commentaires, évidemment, ou des suggestions sur des sujets que vous voudriez aborder en termes de santé au travail. Et puis, je vais vous souhaiter donc une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je ne sais pas encore quand. Bonne journée à vous!